Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Molière est mort il y a 350 ans et si vous souhaitez comprendre notre époque, lisez Molière. Tartuffe est parmi nous, je le connais. Faux dévot, vrai hypocrite. Il donne la leçon depuis tant d'années, il avance masqué derrière sa moustache, aussi sombre que son âme. Don Juan est parmi nous, je le connais. C'est un cynique que rien n'atteint, un cœur en hiver qui ne pense qu'à lui. Trissottin est parmi nous, je le connais. Il porte les cheveux longs, il milite à la France insoumise. Les petits marquis sont parmi nous, je les connais. Ils achètent des costumes gris, ignorent le peuple, écrivent les règlements. Il y a aussi Alceste, en colère contre tous. Célimène, charmeuse de serpents. Sganarelle, qui résonne comme un tambour. Ou les femmes savantes, précieuses ridicules de toutes les époques. Enfin, n'oubliez pas Diafoirus. Il a quitté les plateaux de télévision depuis que le Covid recule, mais il reviendra à la première épidémie. Quoi de neuf ? Molière. Il est 9h01. Audrey Berthaud. Après 9 jours de débat, les députés entament aujourd'hui leur ultime journée d'examen de la réforme des retraites. À minuit, les débats s'arrêteront à l'Assemblée. Le texte partira au Sénat. Plus de 3000 amendements restent à discuter aujourd'hui avant l'article 7, article phare de la réforme des retraites sur le report de l'âge de départ à 64 ans. L'article pourrait ne pas être voté. Le cri d'alarme de soignants qui refusent l'euthanasie alors qu'Emmanuel Macron a ouvert le débat sur l'euthanasie et le suicide assisté à la rentrée. 13 organisations clament d'une seule voix leur refus de participer à une aide active à mourir. Elles expliquent en quoi leur métier est incompatible avec la pratique d'une mort médicalement administrée. Enfin, de la Formule 1 et la nouvelle monoplace d'Alpine. L'écurie française a présenté hier soir son nouveau bolide qui sera porté par son duo 100% français. Bleu et rose, la voiture sera pilotée par les Normands Esteban Ocon et Pierre Gasly. L'écurie n'a qu'un seul objectif, monter sur le podium. Sandra Buisson, Joseph Massescaron, Laurent Geoffrin, Georges Fenech, Dylan Slama, que vous connaissez, que vous découvrez régulièrement sur les antennes, et Francis Huster qui est avec nous ce matin. Bonjour Francis Huster. Bonjour Pascal. Ce serait tellement formidable si on parlait pendant 1h30 que de Molière. On oublierait tout et on ne parlerait que de Molière. Mais je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, Molière nous parle. On a tous été éduqués, évidemment, à traverser l'Amazonie Molière. Et je crois que vraiment, sans faire de grands discours, il est vraiment là. On réagit très souvent, justement, comme cette magnifique éloge, comme un personnage de Molière. Suivant ce qui se passe dans notre vie, on devient Alceste, on devient Don Juan, parfois. Et Don Juan, il est méchant. Mais vous êtes venu avec Molière. Voilà. Je suis venu avec... Et pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ? D'abord parce que c'est le 350e anniversaire de... Mais que vous allez être au Panthéon tout à l'heure parce que vous souhaitez que Molière entre au Panthéon. Mais là, il y a effectivement une petite polémique. Parce que Bruno Roger-Petit, qui est le conseiller mémoire d'Emmanuel Macron, il a écrit le 12 janvier dernier, il a dit « Le Panthéon est un temple laïque, enfant de la patrie républicaine, elle-même engendrée par les Lumières. Ainsi, toutes les figures y sont honorées, sont postérieures. Aux lumières de l'art et à la Révolution postérieure. Pascal, alors nous ne sommes pas en 2023, on est en 1793-2023, en 230. Et ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant est indigne, doit être jeté à la poubelle. C'est un temple laïque. Pascal, juste un détail. Le président de la République me soutient. Il me l'a écrit de sa propre main. Cher Francis, votre combat est juste. Tout le monde le sait. Ceux qui sont là-haut, les Jouvet, les Villars, les Planchon, les Roussillon, les Dux, etc., ils n'attendent que ça. Et ce matin, à 11h, Molière entrera au Panthéon. Voilà. Donc ça veut dire... Et vous serez avec qui à 11h ? Ah ben avec Molière, j'espère, vous verrez. Je vous laisse la surprise. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que... Vous serez tout seul ou il y a une petite manifestation ? Ah non, pas du tout. Ça n'est pas du tout une manifestation. C'est simplement une reconnaissance. Et justement, pas de cérémonie, pas d'apparat. C'est pas le style de Molière. Son style, c'est le style du peuple qui est là et qui le fait avec tendresse. Et je veux dire qu'il a fallu attendre jusqu'en 1995 pour que la première femme, Marie Curie, entre au Panthéon. Donc ça veut dire qu'on a encore cette indignité de phrase, les grands hommes de la patrie. Non, les grandes figures de la patrie. Voilà ce qu'on doit inscrire sur le Panthéon. Alors il n'y a aucun problème. Tout à l'heure,
les milliers d'âmes qui sont là-haut, celles qui sont ici, feront. Mais je suis d'accord. Mais alors, quand il vous dit votre combat est juste, etc., ça Oui. veut dire qu'il n'est pas d'accord avec son conseiller mémoire. Mais est-ce que vous avez entendu le président de la République dire je ne suis pas d'accord que pour l'entrée de Molière au Le président de la Panthéon? République, non, mais il est capable de vous dire Que ça, et puis de dire que voilà, en même temps. C'est en même temps, attention. Et c'est ça, moi, il me fait peur. Moi, je connais le président de la République. Pascal, maintenant. quand on Je sais quand on entre dans une église, Oui. le corps du Christ n'y est pas. Quand on entre dans une synagogue, le corps de Dieu n'y est pas. Oui. Quand on entre dans une mosquée, le corps du prophète n'y est pas. Oui. Alors on y entre pourquoi? Parce que c'est la maison de Dieu, la maison du Christ, la maison du prophète. Donc, ça veut dire que le Panthéon, qui doit être la célébration des grandes légendes de la France, Molière est à sa place, et tout à l'heure, à 11h, il apprendra. On est tous d'accord que Molière a évidemment sa place. Il y aurait cette règle avant. Ah c'est lui qui l'a défini. Alors, quand il meurt, d'ailleurs, c'est assez intéressant, ça met en relief les religions. Quand il meurt, donc il y a 350 ans, l'Église catholique ne reconnaît pas les comédiens, donc il ne peut pas être enterré. Interdiction, sauf si tu renies ton métier, comme l'a fait d'ailleurs Madeleine Méjard juste un an avant. Lui, bien évidemment, ne renie rien. Oui, parce qu'en plus, les prêtres arrivent trop tard, paraît-il. Oui, personne ne veut se déranger, et Parce c'est qu'il grâce à quitte Boileau. on connaît l'histoire, il quitte la Comédie Française, il est aux 40 rue de Richelieu. Mais la Comédie Française, pour l'instant, n'existe pas. Il a été éjecté de son théâtre, et Lully a pris sa place, et c'est devenu l'Académie royale de musique. Et il commence les représentations du Malade imaginaire, et à la 4e représentation, il est empoisonné. Il tient toute la représentation, le ramène chez lui, il meurt rue de Richelieu, non pas sur scène. Tous les comédiens disent « je rêve de mourir sur scène comme Molière ». En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que Boileau, donc, sachant très bien qu'on va jeter Molière à la fosse commune, se rend chez le roi. Personne ne peut fermer la porte à Boileau, c'est l'historiographe du roi. Racine a déjà été éjecté. Et Boileau confirme au roi, sire, vous ne pouvez pas jeter à la fosse commune Molière, parce que Molière, c'est le comédien qui ne réapparaîtra jamais et qui est mort sur scène, c'est terminé. Mais Jean-Baptiste Poquelin, c'est cet homme qui est là, qui vient de mourir, chrétien, et qu'on va enterrer. Alors le roi accepte qu'on enterre effectivement en l'église Saint-Eustache. Finalement, on les déplace puisqu'on est en pleine nuit avec les flambeaux, interdiction de la moindre prière, on les déplace dans l'annexe de l'église Saint-Eustache à 300 mètres. On fait tomber le cercueil 6 pieds sous terre, parce que c'est terre sainte que jusqu'à 5. Et puis, le curé le chat et le curé l'enfant font remonter le cercueil, crèvent le cercueil et jettent le cadavre à la fosse commune. Et le lendemain, pour finir, ordre est donné que toute trace de l'impie Molière doit disparaître. C'est le seul cas dans l'histoire de France. Et on n'a rien de Molière, on n'a pas un écrit, rien. Georges Forestier, qui est le grand spécialiste, on n'a pas une lettre de Molière, on n'a rien de rien, c'est absolument incroyable. On n'a rien, il y a une malle qui a été enlevée, enfin, on n'a rien. C'est une histoire extraordinaire. Alors, on dit qu'il est au Père-Lachaise, évidemment qu'il n'est pas au Père-Lachaise quand on va au Père-Lachaise. Bien sûr que non. C'est pour ça qu'on a quand même eu la décence de mettre la tombe de La Fontaine. Juste à côté, puisque La Fontaine est à côté. Bon, ces Molières sont là. Merci d'être avec nous. Et bien sûr, vous allez rester avec nous. On va parler de Pierre Palmade. Je ne sais pas si vous le connaissiez d'ailleurs, Pierre. Oui, je le connaissais très bien, comme tout le monde. Vous le connaissiez très bien ? Oui, très bien. J'ai eu la chance de faire avec Michel Faux un extrait de La Cage aux Folles. Et c'est pire qu'une tragédie. On a l'impression là que c'est un peu la main de Dieu qui vient de tomber. C'est vraiment... tout le monde est bouleversé, évidemment. Et je suis persuadé que Pierre Palmade, le premier, souhaite vraiment que la justice soit faite. C'est pas du tout parce qu'il est lui-même Pierre Palmade que la justice ne sera pas rendue. Et je pense que c'est sa position. C'est terrible. Ce qu'on a vu apparaître... Ce que je ne comprends pas, excusez-moi Pascal, oui. C'est pour quelle raison Pierre avait encore son permis de conduire. C'est ça que je ne comprends pas. J'ai posé la question hier. J'ai posé la question. Mais voilà, je trouve incroyable qu'il ait son permis de conduire. Je ne comprends pas. On parle beaucoup de la cocaïne dans les milieux artistiques. Oui. Est-ce que c'était répandu ? Est-ce que ça l'est toujours ? Est-ce que vous avez le sentiment que cette cocaïne, dans ces milieux-là particulièrement, est répandue ? Je suis très mal placé pour en répondre, puisque moi, c'est vraiment... rien, même pas une goutte d'alcool, je vomis immédiatement. Et la seule fois où j'ai pris de la coke, c'est aux États-Unis. J'étais à ce moment-là en histoire d'amour avec Geneviève Bujold. Et on a été à côté de Warren. Geneviève Bujold qui jouait dans la Elle était magnifique, dans Un autre ami, notre chance, le film de Lelouch. Et on va dans une soirée où il y a Scorsese, où il y a Liza Minnelli et tout le monde. Et finalement, il y en a qui prenaient de la coke. Moi, bien sûr, j'étais là de côté. Je parlais sur Antonin Artaud avec Scorsese. Et puis je prends une tarte. À la fin, Geneviève m'amène un bout de tarte. Et
en fait, 3 jours après, je me suis réveillé. Il y avait de la coke dedans. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant 3 jours. Et puis, on s'est séparés. Je suis parti. Geneviève Bujold, qui jouait, je le rappelle, dans L'Incorrigible avec Jean-Paul Oui, Belmondo, qui était merveilleuse, magnifique, et qui habite aux États-Unis d'ailleurs. Absolument, Je crois qu'elle habite aux États-Unis. Bon, donc c'est vraiment un mais vous n'avez jamais joué avec... Vous avez joué avec Palmade ? Non, jamais. Bon. Mais comment dire, vous avez joué parfois avec des comédiens qui étaient sous cocaïne. Aux États-Unis, justement, il y avait un comédien très célèbre, une star, qui entre chaque plan remontait dans son car et puis redescendait. Mais je veux dire, c'est un peu comme 20 ans avant ou 30 ans avant, ceux qui ne pouvaient pas jouer sans boire un coup, sans etc. Mais quand la limite est dépassée, voilà, c'est pas possible. Quelqu'un qui a été pris dans cet état-là ne doit plus jamais avoir de permis. Et puis ça va au-delà, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Pierre Palmade. Parfois, cette famille qui est brisée. Voilà, c'est ça sur lequel, évidemment, il faut parler, parce que le public, parfois, peut nous reprocher de mettre les projecteurs sur Pierre Palmade et d'oublier le drame que vit cette famille. Mais quand je parlais de Dieu, c'est simplement incroyable, parce que, d'après tout ce qu'on nous a dit, le beau-frère devait prendre une autre route. Et c'est parce qu'elle était enceinte qu'il a voulu éviter les dos d'âne et qu'il a malheureusement pris cette route droite. Est-ce que c'est pas la signature que tout était écrit ? Vos paroles peuvent choquer, je pense, ce que vous dites là, parce qu'il y a une question de fatalité. Non, ce n'était pas écrit. C'est-à-dire que la responsabilité, c'est pas Dieu, c'est Pierre Palmade, si vous me permettez. Si on ne croit pas en Dieu, bien sûr, mais de toute façon, Dieu ou pas Dieu, la responsabilité est à 100% sur Pierre Palmade. C'est en cela que bien ça évidemment. peut choquer ceux qui nous écoutent. Comment pouvoir encore conduire Parce que si on exclut toujours sa propre responsabilité sur ce qu'on fait... non, personne ne l'exclut. C'est libre. Non, absolument pas. Non, c'est pas du tout... Donc je me permets simplement de dire ça. Alors, restez évidemment avec nous, parce que j'ai un extrait à vous montrer. Mais pas tout de suite. J'ai un extrait, parce que vous l'avez joué combien de fois, Donjon ? Oh là là, plus de 300 fois. Oui, mais dans des moments différents. Dans des moments différents. Moi, je vous ai vu avec Jacques Weber en 86. Oui, et Fanny Ardant, Isabelle Nanty, Jacques Spiesser, oui. Ouais, et manifestement, en 79, vous l'aviez joué aussi, avec Jean-Luc Boutet dans une... Oui, absolument. Et on a un extrait. Et Patrice Carbarat. Vous n'avez pas changé ? J'ai pas changé, on va pas du tout. Bon, mais donc la transition est toujours rude et Sandra Buisson, puisque vous suivez le dossier Palmade pour nous avec Noémie Schulz, avec Amaury Bucco. À l'heure à laquelle je parle, il est 9h12. Est-ce que Pierre Palmade est toujours en garde à vue ? Pour l'instant, on n'a pas d'informations en sens contraire. La garde à vue au maximum peut durer jusqu'à 14h, même 2h moins 5 plus précisément cet après-midi. Celle du premier passager interpellé, elle a pris fin techniquement puisqu'il a été interpellé à 6h40 il y a 2 jours. On va savoir dans les heures qui viennent les suites judiciaires qui pourraient le concerner. Et puis celle du deuxième passager qui s'est livré, elle peut durer au maximum jusqu'à la fin d'après-midi. Est-ce qu'on sait ce qu'il a dit ? Alors on sait quelques échanges qu'il a eus avec les policiers, et pas tout bien sûr, puisqu'il a été auditionné plusieurs heures. On sait qu'il a, dans la ligne de ce qu'il avait confié à sa sœur, il a dit qu'il avait honte de ce qui s'était passé, qu'il était ravagé par les conséquences de l'accident. Comme il l'avait laissé entendre aussi en début de semaine, il a indiqué qu'il n'a que peu de souvenirs de ce qui s'est passé. Il a reconnu avoir pris de la cocaïne. Vous le savez, une importante dose de cocaïne a été retrouvée dans son organisme, donc avant de monter dans cette voiture. Et puis on a la position, ou la défense de l'homme qui a été interpellé à Clichy, qui lui a indiqué qu'il dormait au moment de l'accident. Qu'est-ce qui va se passer ces prochaines heures ? Eh bien, on saura les suites judiciaires décidées par le magistrat. Alors, selon toute vraisemblance, il pourrait y avoir une ouverture d'informations judiciaires. Ça voudrait dire la désignation d'un juge d'instruction pour poursuivre les investigations. Il y a encore pas mal de choses à faire, et notamment l'expertise en accidentologie pour voir à quelle vitesse il roulait et puis s'il y avait des problèmes techniques sur cette voiture. Ça veut dire qu'il y aura une éventuelle mise en examen pour l'un ou pour les 3 suspects. S'ils sont mis en examen, c'est un juge des libertés et de la détention qui décidera s'ils sont laissés libres, sans contrainte, libres sous contrôle judiciaire ou placés en détention provisoire. On saura aussi dans la journée quelles sont les qualifications qui seront retenues. Vous savez que si l'autopsie de l'enfant que portait la femme enceinte a pu être effectuée, à ce moment-là, on saura si l'homicide involontaire est retenu ou non. Et l'autre choix possible, c'est de continuer en enquête préliminaire
c'est le magistrat qui va nous dire ça dans la journée. Bon, on le disait hier avec Georges Fenech, et puis on va poser également la question à Dylan Slama, qui est avocat. Les conditions de la détention provisoire sont très réglementées en France ? On peut, pour essayer de schématiser, il y a à peu près 3 critères pour placer une personne en détention provisoire. Soit on estime qu'on a peur que la personne prenne la fuite et donc qu'elle ne comparaisse pas à ses convocations. À ce moment-là, souvent c'est pour des sans-papiers ou des personnes qui vivent à l'étranger, on peut les placer en détention. Deuxième critère, c'est si on estime qu'il peut y avoir un risque de renouvellement des faits. Là, on regarde le casier judiciaire, on regarde éventuellement le propre positionnement de l'individu, est-ce qu'il a compris, est-ce qu'il y a une prise de conscience. Et là, manifestement, il a déjà été condamné. Alors, on peut aussi regarder... de stupéfiant. Alors, donc là, on entre dans ce critère-là. On pourrait rentrer dans ce critère, mais on regarde l'ancienneté des faits, on regarde est-ce que c'était pour usage, est-ce que c'était pour consommation. Il avait été condamné pour usage. Alors, j'ai pas cette information, peut-être, mais il faut voir si c'est ancien. Si jamais il a été condamné il y a 30 ans parce que dans une fête, c'est pas la même chose que si jamais c'était il y a 6 mois déjà sur la route. Donc ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, c'est le risque de nuisance à l'enquête. Ça veut dire, on peut se dire, on a peur qu'il aille parler à des témoins pour essayer d'opérer une concertation frauduleuse. On a peur qu'il aille faire disparaître des preuves dans des lieux qui n'ont pas encore été perquisitionnés. Donc ça, c'est les 3 critères principaux. Et j'ajouterai dans ce cas-là un peu précis, il y a une chose qui peut être prise en compte, c'est l'état de santé de Pierre Palmade. Oui, puis il y a un 4e critère, c'est de protéger peut-être lui. C'est-à-dire que si aujourd'hui il est dans la nature, entre guillemets, il peut être... Alors, c'est un cas de figure, vous avez raison, mais qui est extrêmement rarement retenu par les magistrats en disant pour protéger l'individu. Mais alors, il n'y a plus du tout l'ordre public, ça n'existe plus alors. Le trouble à l'ordre public, ça existe, mais c'est simplement pour les affaires criminelles. Oui. Alors, on est sur du délictuel. Georges Fenech. Vous avez bien compris, en réalité, que la détention provisoire n'est pas une sanction. Ce n'est pas une pré-sanction. Non, mais il faut quand même le rappeler. En même temps, l'opinion publique la vit comme ça, ou parfois la réclame. C'est pour ça que je tiens à préciser que si cet après-midi, Pierre Palmade est placé sous un contrôle judiciaire avec obligation de soins, ça ne veut pas dire qu'il échappera à la prison lorsque le jugement arrivera. C'est à ce moment-là que la condamnation sera prononcée. La détention provisoire est l'exception de l'exception de l'exception. C'est quand on ne peut pas faire autrement. Il y a déjà 20% de nos détenus qui sont en détention provisoire dans nos prisons françaises, ce qui est déjà beaucoup. Donc il ne faudra pas se fier à cette décision pour dire la justice est laxiste, c'est Pierre Palmade. Non, le juge traitera Pierre Palmade comme n'importe quel citoyen et il appréciera l'opportunité ou non d'une détention provisoire. Mais Pascal Praud a raison quand même, ce sera l'opinion va le et c'est pour ça qu'il faut marteler. C'est aux journalistes d'expliquer qu'effectivement ce n'est pas une prépeine, c'est à nous et c'est notre responsabilité de l'expliquer. Il faut expliquer cela. Oui, mais j'entends tout ce que vous dites, mais vous savez bien que le public ne perçoit pas cette information de cette manière. Mais il y a une autre chose, moi, qui m'intéresse, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, qui peut aussi jouer. Vous avez parlé d'une personne qui est sans papier, peut être incarcérée. Là, dans ce dossier, donc il y a une personne qui est en situation irrégulière. Donc cette personne, la probabilité qu'elle soit incarcérée pèse sur ce dossier. Oui, alors il faudrait... Donc si cette personne est incarcérée, j'ai envie de dire par ricochet, le juge se dira incarcérer ce témoin et ne pas incarcérer Pierre Palmade peut paraître surprenant au regard de cette opinion publique qui ne devrait pas être présente mais qui est quand même là sur les dossiers. Alors, est-ce que mon raisonnement est juste ? Alors, ce que je corrigerais, c'est que vous avez dit témoin. S'il est incarcéré, c'est qu'il n'est pas témoin, c'est qu'il est mis en examen et qu'on lui reproche des faits. Oui, mais déjà, lui, il est pardonnez-moi, il est en situation irrégulière. Oui, mais aujourd'hui... Donc, qu'est-ce que vous faites d'une personne irrégulière ? Au-delà de ce qui s'est passé, il doit déjà être... on peut lui notifier une OQTF, c'est plus de l'ordre du pénal. Là, on sort complètement de ce champ-là. On peut lui notifier une OQTF, mais ça se fait à ce moment-là, il y a des recours, juge administratif. Ça dépend quel est le En tout cas, je vous pose la question puisque je n'en sais rien. Non, mais je vous dis, c'est 2 ordres judiciaires très différents. Alors, on peut effectivement, non pas le poursuivre, mais lui notifier une OQTF pour qu'il quitte le territoire. Si jamais il est simple témoin et pas mis en examen. Oui, mais s'il est mis en examen pour non-assistance à personne en danger et qu'il est en situation irrégulière, la probabilité qu'il soit incarcéré avec ces 2 éléments est grande. Elle est plus importante, sauf s'il présente ce qu'on appelle des garanties de représentation. Ça veut dire qu'il peut justifier d'un domicile, voire d'un travail, etc. Par contre, juste ce que je voudrais dire, c'est qu'on parle beaucoup du risque de faveur qui pourrait peser sur Pierre Palmade. Moi, honnêtement, je m'inquiète que la médiatisation pèse en sa défaveur. Et je sais, alors vous allez peut-être me dire que c'est inaudible, etc., mais je donne un exemple très concret. Il y a eu des perquisitions et il y a eu une 2e enquête dans cette affaire sur l'affaire de stupéfiants. C'est exceptionnel en matière d'accident de la route. Quand il y a un accident de la route, on ne va pas perquisitionner les individus. Monsieur Slama, vous avez raison, mais c'est ce qu'on appelle la rançon de la gloire. Oui. Quand tu es connu et que tout va bien, tu en tires des bénéfices. Mais quand tout va mal,
par définition, tu en tires effectivement. Ça, c'est pas dans la loi. Oui, mais, non, mais attendez, on- c'est plus exposé au Oui. grand public. La chute est exposée voyez, au grand public. on et parle- c'est plus on parle de grave. Molière, il y a une espèce de renversement de la phrase de La Fontaine. Nous devons faire la distinction. Sur les jugements, il est indiqué quoi? Au nom du peuple français. Hein? La justice, elle est rendue au nom du peuple français, à ne pas confondre avec une justice d'opinion. Ça n'a rien à voir. J'entends bien. Voilà. Francis Huster, vous êtes connu et plus que cela. Vous êtes une star, quoi, en tout cas une vedette de l'espace médiatique depuis 71-72, depuis 50 ans. Comme il n'y en aura peut-être plus maintenant parce que les réseaux ont explosé. Je ne suis pas sûr que des gens fassent des carrières comme vous l'avez fait. Vous êtes dans le cœur des Français. Il y a un lien qui est tissé depuis 50 ans. Comment vous vivez en permanence cette notoriété? Est-ce que vous faites attention dès que vous êtes dehors, dès que vous sortez, à tous les gestes que vous pouvez faire? Parce que vous vivez sous le regard des autres. J'essaye à 100% d'être moi-même, de ne pas tricher, de dire vraiment ce que je pense et surtout d'écouter les autres. Et je crois que, à vous écouter, là, pendant quelques minutes, je me disais, vous faites votre mieux pour tenter de creuser ce drame. Mais ce qui m'intéresse surtout, ce n'est pas les 20% qui concernent Pierre Palmade, qui, j'en suis sûr, est non seulement dans un ravin, mais aura vraiment beaucoup de mal à le remonter. Je pense que 80%, c'est vraiment la famille. C'est vraiment ce gosse qui a eu la figure fracassée, qui doit s'en sortir. C'est vraiment ce drame que vit cette famille. Alors, je vous adresse vraiment du fond du cœur mes félicitations, que personne vraiment ne révèle, ni en justice, ni en quoi que ce soit, leur nom. Ils ont demandé l'anonymat, qu'on le respecte. Vraiment. Mais ce rapport à la notoriété, parfois, vous avez été à votre insu, à la une parfois de magazine People, où votre vie privée, vie amoureuse était dévoilée. Oui. À chaque fois, vous l'avez vécu comment? Je l'ai vécu comme une quille de notre métier. Nous, on est en surface, on peut voguer jusqu'aux horizons les plus fous, et on a cette quille qui est là, et puis les tempêtes médiatiques, et je crois qu'il faut les dépasser, faut pas les affronter. On peut pas empêcher les gens, tout d'un coup, de penser un bien fou de vous, tout d'un coup, d'être en retraite, de se dire pourquoi elle a fait ça, pourquoi il a fait ça. Mais moi, j'ai eu, enfin, je sais pas de votre côté, puisque vous avez aussi des grandes responsabilités par rapport aux médias et au public. Même si quelquefois on dépasse ce qu'on voudrait exprimer, si on reste soi-même, on a quand même une tranquillité d'âme. Bon, vous traversez en plus... J'ai peur justement que... Vous traversez cette vie médiatique sans fausse note. Non, vraiment. À part, mes histoires de femmes, ça, on n'en parle pas. J'ai reçu des SMS dernièrement, tu me cours sur les haricots. Donc la personne en question sait très bien pourquoi elle m'a adressé ça. C'est-à-dire? Non, mais rien. C'est simplement comme elle adore Pascal Pro. Alors, je fais juste une petite parenthèse dans cette actualité extrêmement sombre. On m'a dit que vous aviez écrit un livre un jour et que ce livre, vous l'avez mis au pilon parce qu'il est impubliable. Oui, c'est Philippe Héraclès, l'éditeur, et tout d'un coup, alors que tout était... J'ai dit, non, tu peux pas. Parce que justement, c'était rentré, non pas dans la vie privée des femmes que j'aimais, mais tout ramener à moi. Et ça, c'est insupportable. Je sais très bien que, je sais pas de votre côté, quand on affirme, vraiment, on a l'impression qu'on veut donner des leçons et tout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, voilà comment je suis pas en cravate et en costume. Je vous ai réveillé à 7h15. Je vous ai appelé quand même à 7h15 ce matin. Heureusement que c'est moi qui ai répondu. Et vous savez, et c'est Marine Lançon qui est avec nous, qui m'a dit, il faut appeler Francis. J'ai dit, je ne vais pas appeler Francis Huster à 7h15. Bon, ce qui est important, tout à l'heure à 11h, pour passer sur un sujet plus lumineux, c'est pas de parler de Molière, c'est que lui nous parle. Vous serez au Panthéon. On marque une pause, on revient, vous restez avec nous, bien sûr. Il y a l'actualité de l'Assemblée nationale, vous me direz ce que vous en pensez aussi, parce que c'est des vrais comédiens, parfois, à l'Assemblée nationale, ou des mauvais comédiens, ou des, comment on dit, des cabots, c'est ça. Quand un comédien dit un cabot, ça c'est ce qu'il y a de pire. Attention, c'est comment les médias rapportent ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Oui, mais alors j'attends une critique de ce qu'on fait. Tiens, ça m'intéresse. À tout de suite. Francis Huster va rester encore quelques minutes avec nous parce qu'à 11h, il ira au Panthéon pour saluer la mémoire de Molière. Mais avant cela, Audrey Berthaud.
Près de 180 kilos de cocaïne ont été saisis hier à Brest. La drogue se trouvait dans la coque d'un cargo arrivé quelques heures plus tôt du Brésil. Le bateau de 230 mètres de long transportait du soja. Une enquête de la section de recherche de la gendarmerie maritime est en cours. Le procès de la rue Erlanger, l'accusée est attendue à la barre aujourd'hui. Elle doit s'exprimer ce matin. Essia Boulares, 44 ans, va être entendue sur les faits. Elle est accusée d'avoir mis le feu au 2e étage de son immeuble après un différend avec un voisin. Le drame avait fait 10 morts et des dizaines de blessés. Enfin, Florent Pagny est de retour après plusieurs mois de combat contre son cancer des poumons. Le chanteur va mieux, il revient sur le devant de la scène avec cette chanson que vous entendez derrière moi en duo avec Kenji Girac. Elle s'appelle Encore. Le clip a été tourné sur les terres de Florent Pagny en Patagonie. Francis Huster est donc là avec nous et je voulais vous montrer une archive. On aime bien vous montrer des archives. On est en 1979. Vous êtes encore un jeune comédien. Vous allez jouer Don Juan à la Comédie Française. Parce que vous êtes encore à la Comédie Française en 79. Oui. Et voyez comme vous parlez ce jour-là de Don Juan et vous me direz si votre regard sur la pièce a changé. Tout le monde a son Don Juan. Pour les uns, le personnage est un homme mûr, de 45, 50 ans, qui a des ambitions philosophiques, métaphysiques, mystiques. Pour les autres, c'est un jeune noble, arrogant, libertin, qui est puni et frappé par Dieu. Si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. La pièce est construite bizarrement puisque la première partie de l'œuvre, les 3 premiers actes, sont très molièresques dans la tradition de Molière, avec des personnages qui viennent se présenter, des figures différentes, de la cocasserie, de la virtuosité technique. Et puis tout d'un coup, au 4e acte et au 5e acte, on verse dans une pièce totalement différente, soit noire, sombre, délicate, mystérieuse. C'est justement à cause de cet antagonisme entre les 2 parties de la pièce que jamais les gens ne tombent d'accord sur Don Juan. Et vous êtes tombé d'accord maintenant sur Don Juan ? J'ai complètement changé de point de vue. Je pense que c'est un héros du mal. C'est-à-dire que cette ordure vraiment qui tue les maris pour prendre leurs femmes, qui les baise, qui les jette, qui fout le camp. Un salopard, c'est lui, c'est ça le coup de génie de Molière, qui va défier Dieu. C'est le seul qui dit « Dieu n'existe pas ». Si tu existes, alors viens te battre avec le pire des humains. Et Dieu existe et le foudroie. Et je crois que, au fur et à mesure de notre vie, on passe par plusieurs, nous-mêmes, par plusieurs Don Juan. Et chez les femmes, c'est pareil aussi. On n'est en fait jamais la même personne. C'est ça qui est beau avec lui. C'est qu'on finit par être soi-même. Ça fait deux fois que vous faites référence à Dieu. Oui. Oui. Vous avez eu un appel dernier je temps. pense justement, c'est le Molière de Robert Hirsch dans Le Misanthrope. Et il me l'a confié après son décès en héritage. Je l'avais mis en scène là-dedans, Robert. Et pour moi, c'est le Dieu Molière, c'est-à-dire que il n'a pas levé la tête vers le ciel. Il a fait que nous regarder nous. Et vraiment, c'est tellement moderne. C'est pas du tout un classique. Il nous appartient. Bon, sur le Panthéon, juste un mot parce que on me dit sur les entrées au Panthéon, la règle est posée depuis le début du Panthéon. Sa création est liée à la Révolution et celles et ceux qui y entrent doivent œuvrer à la construction de l'idéal républicain. Oui. C'est pour cela que Victor Hugo y est admis au lendemain de sa mort en 1885. Principe confirmé par le rapport Belaval sur la vocation du Panthéon. Le 10 octobre 2013 au président de la République. Philippe Belaval était alors président du Centre des Monuments Nationaux et aujourd'hui il est conseiller culture du président. Mais c'est bien un juste combat que de vouloir défendre l'œuvre de Molière, évidemment, me disent ce conseiller proche de Emmanuel Macron, sans doute. Et durant la campagne 2022, ajoute-t-il, seule Valérie Pécresse a porté la demande d'entrée au Panthéon. Mais le Conseil de Paris, à l'unanimité, a voté pour l'entrée de Molière. 77% des Français interrogés sur 70 000.
la simple chose, nous ne sommes pas en République française. Notre pays, c'est la France. La République française est un gouvernement. L'empire de Napoléon et Napoléon III est un gouvernement. La royauté est un gouvernement. Et la République s'honorera probablement. La République ne commence pas, c'est ridicule, ne commence pas en 1789. Mais voilà. Un des plus grands auteurs de la théorie politique en France, qui s'appelle Jean Bodin, et qui a un livre fameux qui s'appelle La République. Exactement. Voilà. Donc, alors je dois libérer Français. Vous allez mettre. Alors il est venu. Avec quoi vous êtes venu? Parce que ça c'est mon Molière, le président des Molières, et ça c'est celui de Robert. Voilà. De Robert Hirsch. Allez, venez. Parce que je lui ai promis qu'il serait là pour l'entendre. Non, mais c'est immense comédien et vous allez le mettre dans votre sacoche. Vous pouvez taper sur les réseaux. Vous tapez Robert Hirsch, soirée des adieux. Oui, puis soirée. Il y a quand il reçoit un hommage pour les Molières du président Mitterrand. Oui, non, absolument. c'est quand il monte sur scène et qu'il reçoit un Molière, c'est exceptionnel. Oui. La salle est debout, c'est vraiment formidable. Et puis il y a tellement de choses sur Robert Hirsch, mais il y a la soirée d'adieu à la Comédie Française de Louis avec Seigner, Isabelle. où il joue avec Isabelle Adjani, évidemment, où il joue la cigale et la petite fourmi. Avec Simone. C'est exceptionnel, c'est un document exceptionnel. Merci Francis Huster. Merci parce que vous apportez un peu de légèreté à une actualité qui est extrêmement sombre. Et avec Marie-Estelle Dupont, on va parler bien sûr de ces addictions. On était hier avec Monsieur Lovenstein, qu'on écoutera dans une seconde. Simplement, on termine le dossier. Que risque-t-il ? Est-ce qu'au vu de tout ce que nous avons dit et des éléments, vous êtes deux personnalités du monde judiciaire, Georges Fenech et Monsieur Slama, est-ce qu'à votre sens, Pierre Palmade sera incarcéré ? Alors, c'est très difficile parce qu'on n'a que les aspects médiatiques du dossier, on n'a pas la totalité du dossier, on ne sait pas quel est le rôle, vous avez dit tout à l'heure, des témoins, est-ce qu'ils sont complices ou pas. C'est très compliqué. Moi, ce que je sais, c'est que se posera la question de la santé. Est-ce qu'il est en capacité ? Parce qu'on a mis 48 heures à dire que son état de santé était compatible avec une garde à vue. La détention, c'est autre chose que la garde à vue. C'est beaucoup plus coercitif. Mais il peut être dans un hôpital... Oui, il peut être une unité fermée. Oui, mais alors c'est pas si fréquent que ça d'être directement incarcéré quand on a un état de santé qui est très compliqué. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait que la pression médiatique redescende. On a parlé de Molière tout à l'heure. Vous avez dit que c'est la rançon de la gloire, le fait d'être plus dur. Il y a la phrase de La Fontaine, moi, qui fait écho. Vous savez, selon que vous soyez puissant ou faible ou misérable, la justice sera... Les jugements de cour, voilà. Et ben là, vous voyez, ce qui est amusant, c'est que vous avez dit, enfin amusant, je mets des guillemets, c'est qu'il y a une espèce de renversement aujourd'hui. Vous voyez, il y a un renversement de ça, vous vous dites, si on est plus dur aujourd'hui, c'est la rançon de la gloire. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ça, et que la rançon de la gloire, en termes judiciaires, devant des magistrats, ça n'existe pas. Georges Fenech. Moi, je ne m'aventurerai pas à faire un pronostic. Simplement, si on applique strictement les critères de la détention provisoire, Pierre Palmade ne doit pas être placé en détention provisoire. Il devrait être placé sous contrôle judiciaire avec des obligations strictes, interdiction évidemment de conduire, les soins, enfin toutes des obligations qui sont liées au contrôle judiciaire. Ce qui ne veut pas dire que lorsque viendra le moment du procès, dans 18 mois, dans 2 ans, il encourt effectivement une peine ferme et lourde. Vous comprenez ? Un dernier mot sur les amis, parce que Éric Nolot disait sur ce plateau, si j'étais son ami, je serais intervenu. Et on en a parlé hier matin avec vous. J'ai reçu le témoignage d'un de ses amis qui m'a permis d'ailleurs de lire ce que je vais vous lire et ce que j'ai déjà lu hier soir. Si nous, ses amis proches, avons choisi de garder le silence, c'est que nous trouverions indécent vis-à-vis de cette pauvre famille de nous manifester et nous ne pensons aujourd'hui qu'à eux. Et par rapport aux propos d'Éric Nolot cette semaine, qui sont faux, vous dire que nous avons déployé une énergie considérable pour aider Pierre dans tous les sens, en lui en parlant sans cesse, en l'emmenant en cure, en l'aidant, en le faisant travailler, en cherchant des solutions, même les plus dures pour lui. Il n'y a qu'un constat à faire, il est impossible d'aider quelqu'un contre son gré. Et en France, si nous ne sommes pas la famille, nous ne pourrons rien faire. Voilà, je voulais juste vous apporter cette précision. Et il me disait au téléphone que le jour des 50 ans de Pierre Palmade, ils sont allés à son domicile, 4 amis portant un gâteau. Et leur mission, les 4, était de dire « arrête, arrête, arrête ». Et Jean-Marie Bigard, sur le plateau de Cyril Hanouna, a dit la même chose. Écoutez-le. On a tous, je dis bien tous les amis, tous ceux qui ont fréquenté de très près Pierre, ils l'ont sommé d'arrêter en disant on peut aller jusqu'à un certain point, mais pas trop loin, parce qu'un jour, il va arriver un malheur, et ce malheur est arrivé, et maintenant, on ne peut faire
autre chose que de l'enfoncer dans le trou dans lequel il s'est mis, quoi. Je vois quelqu'un qui a été un ami, il ne peut pas renier ça, je le vois comme s'il venait de se jeter d'une falaise, et je le regarde tomber et je ne peux rien faire. Rien, il n'est pas rattrapable et il est complètement coupable. C'est extrêmement emmerdant pour moi. J'ouvre la bouche ou je l'enterre. Tous les amis de Pierre, tous ceux qui ont côtoyé Pierre, tous sans exception, lui ont dit « Pierre, arrête ». Vraiment, tout le monde, il n'y a pas une seule personne. Et on s'est tous cassé les dents. C'est-à-dire, il dit non, je fais ce que je veux, arrêtez de me dire ce que je dois faire. Bon, l'addiction. D'abord, la famille, on en a parlé hier avec vous, Marie-Estelle. C'est impossible, quasiment, si la personne n'a pas sa propre volonté, mais la volonté n'existe plus. C'est pour ça qu'en disant cette phrase, elle est déjà fausse. Oui, par souci de décence, quand même, je voudrais rappeler ma compassion et mes pensées ce matin pour ce petit garçon qui vient de sortir du coma et pour toutes les victimes et ses parents endeuillés. On se met à leur place, évidemment, même si on ne peut pas la prendre. C'est-à-dire que l'addiction, comme je vous le disais hier, c'est un terme juridique. Hein. On est assiégé, il y a une contrainte par corps. Donc la volonté est abolie. Quand on en arrive à ce mode de fonctionnement, c'est évidemment pour masquer un mal-être. Et comme l'addiction, notamment à l'alcool, va avec le déni et même l'anosognosie, qui est un symptôme neurologique, qui est qu'on est incapable d'admettre son symptôme, il est évident que la démarche thérapeutique ne se fait pas. Quand vous souffrez de dépression, vous pouvez dire « je suis en dépression, je vais me soigner ». Quand vous êtes dans un mécanisme de déni et de fuite en avant, vous ne faites pas la demande de vous soigner. C'est toute la difficulté pour les familles et pour les psychothérapeutes. Alors quand les patients sont plus jeunes, on essaye de faire des thérapies familiales. Là, effectivement, il était hors contrôle. On ne peut pas empêcher un être humain de se foutre en l'air. Je voudrais qu'on écoute William Lowenstein. Il est intervenu hier chez Laurence Ferrari. Et vraiment, tout ce qu'il dit est tout à fait remarquable. D'abord, sur le manque, sur l'envie qu'a celui qui est accro à la cocaïne. Le problème va plutôt être celui de ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire une fois qu'il y a une récupération quasiment dynamique, physiologique, l'envie de reconsommer. Là, le manque ou le craving cocaïné, il n'y a rien de physique réellement. Il y a l'envie folle de recommencer comme une pulsion. On essaye de travailler ça avec nos patients parce qu'on pense toujours que notre cerveau est très intelligent et nous dit des choses très compliquées pour recommencer. Non, il dit tant pis, vas-y, ou parfois c'est bien avec une fausse mémoire du plaisir, etc. C'est une fausse pub dans notre cerveau, mais comme une mauvaise petite musique. Vous voyez, parfois on a tous une chanson dans la tête dont on veut pas. C'est une sorte de réentrée en boucle. Et cette rentrée-là, en fait, c'est le craving. Et du point de vue médicamenteux, comme du point de vue neurocognitif, psychologique, pour parler simple, on essaye de travailler contre ces contre-idées, contre-pulsions, contre-petites musiques dans la tête. Monsieur Lowenstein s'est également prononcé sur la mémoire, la coke et l'amnésie. Et ça m'intéresse, parce qu'évidemment, il va avoir des discussions juridiques. Je voudrais qu'on l'écoute, et après, je vous poserai 2 ou 3 questions précisément sur ce passage. S'il y avait une consommation modérée, par exemple, 3 lignes de cocaïne, il est possible encore de mémoriser que les faits fassent empreinte. Au-delà, le temps va se dérouler parfois à 6 heures, 7 heures, avec des prises répétées, et l'empreinte mnésique peut être totalement déficiente. C'est-à-dire que vous avez des patients qui vont se retrouver à 8 heures, 9 heures du matin, sans avoir réalisé que ces 8-9 heures se sont écoulées s'ils avaient commencé à minuit. D'accord. Donc il y a une abolition du temps. Il peut y avoir vraiment une amnésie partielle à presque totale à partir de doses excessives de ces psychostimulants. C'est le plus connu, le plus étudié, c'est avec la cocaïne. Mais on imagine que les catinones, les drogues de synthèse, font cela. Et puis je vous rappelle que ce qui est utilisé, le GBL ou le GHB, sont des mots un peu compliqués, mais la drogue du violeur qui a souvent été évoquée, elle a été évoquée pour cette forme d'amnésie partielle. Les victimes se retrouvent au petit matin dans un état souvent catastrophique en se souvenant plus ce qui s'est passé. Mais s'il y a quelques éléments de rappel, parfois la mémoire peut repercuter.
Très important ce qu'il dit, je pense, pour le grand public qui ne connaît pas bien le fonctionnement de la mémoire. C'est-à-dire la mémoire à long terme n'est pas abolie, mais la mémoire épisodique, c'est-à-dire la capacité à former des souvenirs, est abolie. Dylan Sama, certains ont voulu faire le parallèle avec l'affaire Sarah Halimi, ce qui était choquant, puisque celui qui a tué Sarah Halimi n'a pas été jugé, parce que précisément il a plaidé qu'il était sous cannabis. Bon. Précisons que cette affaire est tellement particulière, l'affaire Sarah Halimi, est d'ailleurs très étonnante, disons-le, de ce point de vue-là. Mais dans ce cas, certains ont voulu faire le parallèle. En quoi ce n'est pas la même chose ? Il y a une notion qui est importante, c'est celle d'abolition du discernement. Ici, on ne parle pas d'abolition du discernement. Dans l'affaire Sarah Halimi, ce sont des scientifiques, des experts psychiatriques, pour être précis, qui vont faire des expertises, entendre l'individu, voir ce qu'il a pu consommer éventuellement, pour savoir s'il y a pu y avoir une abolition du discernement. Là, pour Pierre Palmade, il n'en a jamais été question. Ce sont des termes qui n'ont jamais été employés. Donc d'abolition du discernement pour Pierre Palmade, ni même d'altération du discernement, qui est une espèce d'entre-deux. Il n'en a jamais été question. Donc il y a très peu de risques qu'il soit déclaré irresponsable et donc qu'il échappe à une sanction pénale. Je voudrais simplement rappeler que depuis l'affaire Sarah Halimi, il y a une loi qui est intervenue qui incrimine aujourd'hui le fait de volontairement prendre des produits stupéfiants pour commettre un crime. Et c'est puni de 10 ans aujourd'hui. Vous voyez, donc on a comblé quand même un vide juridique. À quoi sert la médecine des addictions, Marie-Estelle Dupont ? Là, votre discours est très pessimiste. On n'a pas que des échecs thérapeutiques. D'abord, il y a des gens qui ont vraiment envie de s'en sortir. Oui. Quand il y a à la fois c'est eux, alors ça part d'eux, mais une prise en charge psychothérapique. Moi, j'ai soigné quand j'étais plus jeune un patient qui était polytoxicomane, qui était champion de natation de haut niveau et qui, après une overdose, s'est fait peur, a vraiment décidé de se soigner. Il n'y a même pas eu de médicaments de substitution, mais ça demande vraiment d'adapter son mode de vie, de se couper. Et on a le sentiment on est dans une société où on est tout le temps tenté. Donc c'est des personnes qui vont changer leur mode de vie pour arriver à s'en sortir. Mais on a le sentiment qu'une fois qu'on est tombé dedans, comme on dit, on ne s'en sort plus. Et écoutez, c'est le dernier passage de M. Loewenstein. À quoi sert la médecine des addictions ? Ce qu'il disait hier. J'ai entendu un de vos collègues dire « mais à quoi sert la médecine des addictions ?» Vous voyez, personne n'a dit à quoi sert la cancérologie quand Bernard Tapie est décédé après 3 ans de traitement intensif. Il y a un moment donné, on se dit sur cette histoire tragique qui bouleverse tout le pays, on est tous d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui restera dans 3 mois ? Est-ce que la sécurité routière aura pu avancer ? Est-ce que la médecine des addictions sera un peu mieux soutenue ? On parlait de répression. Je rappelle qu'il faut 4 piliers pour qu'une politique de santé des addictions marche. On l'a vu avec le modèle suisse, avec le modèle portugais. Il faut de la répression, mais aussi de la prévention, de la réduction des risques et du soin. Alors, on découvre, et on le dit tous les jours, je suis d'accord avec vous, Marie-Estelle, mais on découvre l'ampleur de la coke dans notre société. C'est ça que cette séquence, il y a plein de gens, ça saute aux yeux. Personne n'imaginait que dans tous les milieux, dans toutes les villes de France, la coke soit aussi présente. Personne, sauf les policiers, sauf les soignants, sauf les gens qui travaillent en psychiatrie, sauf les gens qui encadrent des jeunes, sauf les familles qui ont des jeunes qui se droguent. Donc personne, mais un certain nombre de gens quand même. Oui, mais dans l'espace médiatique convenu, alors ce que disait hier, Laurent est assez juste. Non, vous êtes pas réaliser qu'on est dans les pays occidentaux. C'est un fléau quand même, on le sait. Et oui, mais on le combat pas. Surtout c'est sous forme de crack et de choses comme ça. Mais on ne le combat pas. C'est interdit quand même. On combat que sur on arrête là, on saisit des. On saisit la saisie qu'il y a eu hier. Mais on ne le combat pas. On ne le combat pas vraiment. Non, ce que j'ai dit, c'est que ça a été trop longtemps toléré dans des milieux éduqués. Les gens disaient, c'est comment dire, c'est festif, c'est drôle. Et c'est une. C'est toujours on enfreint un règlement, mais c'est amusant, c'est excitant, etc. Oui, mais là, vous avez sûrement vu le film Babylone. Une personne qui va voir ce film Babylone où les gens sont enfarinés jusque-là et tout est présenté d'une manière festive. Je suis désolé, mais quand vous y allez, vous devez lutter. Alors, la première scène, on voit une personne qui. Vous devez aussi lutter avec ça. On voit une personne dans la cardiaque dans le fond. Moi, c'est ce que je vous disais hier, Pascal. Dans les sociétés occidentales modernes, il faut quand même être lucide. On est tous en train de débattre de la dépénalisation. Et ce que je vous disais hier, c'est que dans la construction psychique d'un être humain, à l'adolescence, il y a un élément qui est important qui est la transgression. Et donc, si la société ne maintient pas
des zones de transgression, ils iront toujours plus loin. Donc si vous dépénalisez tout, qu'est-ce qu'ils vont faire pour avoir le sentiment de transgresser qui est essentiel ? Ne tout dépénaliser. Il y a des débats au Canada, etc. On est en train de vouloir dépénaliser tout un tas de choses. De toutes les droits en France. Or, si un jeune a déjà l'impression qu'il a transgressé, qu'il s'est opposé à sa famille avec un petit joint, peut-être que ça évitera qu'il aille plus loin. Moi, je pense qu'il y a un petit problème dans ce que vous dites, c'est que justement, aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de prévention contre le stupéfiant ? Parce que c'est interdit. Non, ça, c'est un argument politique. Il y a de la prévention contre l'alcool, on l'a tous vu, boire ou conduire, contre la vitesse, on l'a tous vu. Et pourquoi on ne fait pas de prévention contre les stupéfiants ? Parce qu'on se dit, comme c'est interdit, on ne va pas faire de la prévention. Mais c'est une erreur Alors politique que je pense qu'il faudrait et c'est une erreur de raisonnement. prévention. C'est-à-dire que moi, quand j'interdis à mon fils de regarder des écrans et d'être sur les réseaux sociaux, je lui interdis. Il y a l'interdit. Mais je lui explique pourquoi je lui interdis. Donc il y a la prévention. On dit la même chose. Donc moi je dis pas qu'il ne faut pas interdire. Je dis juste qu'il faut renforcer le volet préventif qui n'existe pas aujourd'hui sur le stupéfiant. Mais d'ailleurs, dans l'éducation nationale sont prévus des ateliers, mais ils ne sont pas mis en place. Non, mais encore on va marquer une je reviens à ce film où ça a l'air tellement cool. Oui, non, moi, je ne partage pas votre vision du film parce que d'abord c'est une fiction et ce n'est pas l'apologie de la coque comme vous le dites. Au contraire, c'est révulsant. Oui, dans la première scène, il y a une femme qui est en train de mourir. Voilà, je trouve ça révulsant, c'est-à-dire que c'est extrêmement ambigu. Enfin, non, je ne trouve pas que ce soit ambigu. Je trouve pas que c'est une ode à la cocaïne. C'est associé aux éléments festifs. Mais le film reflète la réalité. Oui, c'est une. Oui, mais parce que le point de vue moral, la réalité vous mettez en place, condamnable, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas le montrer. C'est ça que je comprends pas. Si, c'est pour montrer la difficulté justement. Ensuite, après. On va recevoir le docteur Michel Mouly dans une seconde. D'abord, je vais remercier Monsieur Slama qui était là avec nous ce matin. On va recevoir Ménopause, tout peut changer. Et restez vraiment avec nous parce que ce sujet est absolument passionnant. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est Michel Mouly qui le dit ou quelqu'un d'autre. Si les hommes souffraient de ménopause, il y a bien longtemps que les solutions seraient trouvées. C'est comme les poussettes pour enfants. Elle existe l'andropause aussi. Tiens, voilà. Non, c'est pas la même chose, justement. Mais Non, bien sûr, vous c'est comme les c'est Monsieur Mouly qui va vous C'était les expliquer. mecs qui- Mais cette réflexion est très juste. Si les hommes souffraient de ménopause, il y a bien longtemps que les solutions seraient trouvées. Merci Monsieur Slama. On parlera également des retraites avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. Ça a été chaud. Jacques Vendroux, bien sûr, parce que c'est vendredi. Et puis nous serons également. On écoutera Éric Neuhoff qui était chez Philippe Labro et qui sera dimanche soir chez Philippe Labro. À tout de suite. Bon, c'est un livre d'espoir, Michel Mouly. Ménopause, tout peut changer. On va en parler avec vous dans une seconde. Mais pour rebondir immédiatement, avant d'entendre Audrey Berthaud, à ce que disait Georges Fenech il y a un instant, qui faisait un parallèle entre la ménopause et l'andropause. Que diriez-vous à Monsieur Fenech ? Monsieur Fenech, vous l'ignorez pas, 100% des femmes vont être ménopausées. Oui. Donc privation d'hormones jusqu'à peu près le dernier souffle. Les hommes, cette chance, on est à peu près 10 à 20% à 50 ans à être androposés et 50% après 70 ans. Notre espérance de vie, 79 ans. Donc la femme souffre. Sur les effets entre ménopause et andropause. Identiques, sauf qu'on les déplace. C'est-à-dire qu'on perd de sa force, on perd de beaucoup. Marie-Estelle doit le savoir. On perd de sa musculature, de son dynamisme, de l'ostéoporose, dans tout ça. L'homme aussi, mais c'est décalé. Donc c'est la même chose finalement, mais c'est décalé. La mauvaise foi des gens sur ce plateau est sidérante. Je veux dire, il dit c'est la même chose, il y a juste 30 ans d'écart, il dit c'est la même chose. Mais enfin, vous êtes... on est privilégiés, c'est pas la même chose d'avoir à 75 ans que dans... Comment c'est le même mal, mais décalé. Toutes les femmes seront ménopausées de quand à quand, si j'ose dire. Alors, la ménopause, c'est entre 45 et 55 ans, avec un pic à 51 ans. Mais dès qu'elle est là, c'est l'arrêt de fonctionnement des ovaires. Et quand les ovaires s'arrêtent de travailler, c'est-à-dire qu'ils ne fabriquent plus ces œstrogènes, eh bien la femme est en ménopause. Je ne veux plus entendre dire, on n'aimerait plus entendre dire que la ménopause, moi je pose des questions, on me dit, je demande combien de temps ça dure la ménopause, tiens. Ça dure le reste de la vie. Quoi. Bravo, mais j'ai beaucoup de gens, même à des hauts niveaux placés, qui me disent ça dure 4-5 ans. Parce qu'ils confondent avec la préménopause. Non. Alors, vous êtes ménopausée jusqu'à la fin de votre vie, ça revient plus. Exactement. Bon. Non, parce que Audrey Berthaud, qui est une jeune femme et qui va nous rappeler les titres. Et nous revenons.
Pierre Palmade sera fixé sur son sort dans la journée. Interrogé par les enquêteurs depuis mercredi, sa garde à vue a été prolongée de 24 heures, tout comme les 2 personnes présentes dans la voiture avec lui. Tous les 3 pourraient être présentés à un juge d'instruction aujourd'hui en vue d'une potentielle mise en examen. Une année noire pour le premier fournisseur d'électricité en Europe, avec de nombreuses centrales nucléaires à l'arrêt. EDF a enregistré une perte colossale de pratiquement 18 milliards d'euros en 2022. Son endettement a atteint un niveau record de 64,5 milliards d'euros. Le gouvernement compte sur le patron d'EDF pour rétablir la production dans les meilleurs délais. Enfin, Bruce Willis souffre de démence. Selon sa famille, sa maladie s'est aggravée. L'acteur souffre aujourd'hui d'une forme de démence incurable appelée la démence frontotemporale, apparentée à la maladie d'Alzheimer. Il peut présenter des troubles de la mémoire, des changements de comportement ou encore des difficultés à parler ou à se mouvoir. Je salue Gauthier Lebret qui nous parlera de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale cette nuit. Mais le docteur Mouly est avec nous et c'est vraiment un sujet passionnant qui passionne les femmes en priorité peut-être, mais aussi beaucoup les hommes. Il y a tant de conseils que j'aimerais vous donner pour vous aider à vivre l'ensemble de ces étapes en toute tranquillité. Néanmoins, c'est sur cette dernière période de votre vie que je voudrais m'exprimer, car il me semble que ce moment est celui qui cristallise le plus de peur et pour cause. Votre corps change et vos émotions vous jouent des tours. C'est ça qui m'intéresse aussi. C'est-à-dire qu'une femme change et ses émotions changent avec la ménopause ? Alors ça commence déjà presque avant la ménopause par rapport à la préménopause où on a déjà une baisse des oestrogènes. Et on voit souvent des femmes... C'est quoi les oestrogènes ? Pardonnez-moi un peu. C'est l'hormone de la femme, c'est l'hormone féminine. Autant pour l'homme, c'est la testostérone. On a un petit peu d'œstrogène, mais très peu. Et les femmes aussi ont un peu de testostérone, ce qui leur permet parfois de donner une certaine caractère un peu mâle. Mais les œstrogènes sont l'hormone privilégiée, l'hormone essentielle pour la femme. Et quand elle disparaît, elle disparaît. Alors c'était pas grave à l'époque quand l'espérance de vie était de 65 ans, parce qu'on vivait de 51 à 65 ans. Mais quand on va vivre, et je crois que c'est Madame Millot qui l'a dit il y a pas très longtemps, jusqu'à 92 voire 93 ans, vous imaginez cette déperdition en hormones. Donc comment et tous les effets. Comment on fait dans ces cas-là ? Est-ce qu'on peut prendre des oestrogènes de manière artificielle, si j'ose dire ? Le but de mon livre, c'est d'expliquer cela. C'est que nous avons, nous, en France, la chance d'être parmi les meilleurs hormonologues du monde. Et contrairement aux Américains qui utilisaient des hormones de synthèse et qui avaient des effets néfastes et des voies d'absorption qui n'étaient pas bonnes, nous avons les meilleures hormones pour se substituer. Alors on n'aime plus tellement dire le mot. Avant une époque, on disait THS, traitement hormonal substitutif. Nous, on dit maintenant traitement hormonal de la ménopause. Alors on va dire à la française, parce que effectivement, ce sont nous qui avons mis au point ces hormones et qui est repris dans toute l'Europe. Alors on a la partie européenne et la partie américaine. Les Américains, surtout pas de traitement. Les Européens, un traitement. Et alors, pardonnez-moi aussi de poser les questions les plus simples du monde. Vous êtes une femme, vous êtes en période préménopause ou déjà ménopausée. Vous allez chez votre généraliste. Il vous prescrit cela. C'est remboursé par la sécurité sociale. C'est un traitement qui est cher. Alors, tout d'abord, c'est un traitement qui est remboursé par la sécurité sociale. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'on fasse de l'information, parce que la femme est non informée, désinformée, et on lui donne des données qui lui font faire que il faut surtout pas prendre de traitement hormonal. Alors il faut savoir que depuis... Qui dit ça ? Beaucoup d'autorités de santé, des médias, puisque en 2002, quand il y a eu cette fameuse étude américaine qui a fait un tsunami dans le monde entier, où on a dit « Oh, attention, ça va donner des cancers du sein, ça va augmenter le risque cardiovasculaire », on a arrêté. On est passé de plus de 2 millions en France de femmes traitées dans les années 2000 à moins de 500 000. Vous vous rendez compte que sur... Donc là, il n'y avait aucun traitement. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'elles ne prenaient rien. Elles vivaient leur ménopause sans aucun traitement. À quel moment avant ce tsunami ? Non, une fois que ce tsunami s'est mis en place. On est passé... Comme on a arrêté, quand vous dites on a arrêté le traitement, c'est-à-dire que ces femmes étaient seules avec leur ménopause, si j'ose dire. Pascal, on est passé de plus de 2,5 millions de femmes traitées dans les années 2000 à moins actuellement de 450 000 femmes. Donc on est à moins de 5% de femmes traitées pour leur ménopause. Or, les chiffres, 12 millions de femmes sont ménopausées en France. 450 000 nouvelles femmes arrivent sur, entre guillemets, le marché de la ménopause chaque année. Vous imaginez dans 10 ans ? Et en plus, on va leur demander de travailler plus. Alors, à peine 5% des femmes sont traitées. Donc vous imaginez, elles vont subir tout ce que je dis dans ce livre,
tous les effets parfois visibles et non visibles de la ménopause. Parce que on résume, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la ménopause à ce qu'on voit. C'est-à-dire les bouffées de chaleur, la peau sèche. Alors, entre guillemets, la sécheresse vaginale, c'est quelque chose qui existe. La prise de poids, la dépression. Ça, c'est les petits signes. C'est la partie émergée d'un iceberg qui est bien plus important. Et quels sont les effets bénéfiques de votre traitement ? La prévention est pour éviter les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, les troubles de l'humeur, la dépression, voire la démence, puisqu'on sait que quand le traitement hormonal est instauré dans le début de la ménopause, et même les Américains viennent s'en rendre compte, ils ont dit « Oh là là, on a fait des erreurs ». Donc l'ostéoporose, la vie de couple, parce que quand une femme a une sécheresse vaginale et qu'elle ne peut plus avoir de rapport, elle s'exclut. Et donc de ce fait, sa libido tombe en berne. On prévient aussi le cancer du côlon, le cancer de l'estomac, le cancer du pancréas, et récemment les études viennent de montrer le cancer de l'estomac. Ah oui, ça fait peur parce qu'il y a le cancer du sein. Or, si vous prenez les traitements à la française ou à l'européenne, vous allez, effectivement, le traitement hormonal ne va pas provoquer le cancer, il va le révéler plutôt. C'est-à-dire que vous le preniez ou que vous ne le preniez pas, vous allez faire votre cancer. L'avantage, c'est qu'on réduit de 50% la mortalité par cancer du sein quand une femme, par rapport à une femme qui ne prend rien. Donc tous les avantages. Monsieur Mouly, d'abord je rappelle que vous êtes gynécologue, obstétricien, cancérologue et chirurgien. Je travaillais 15 ans à l'Institut Gustave Roussy. Vous avez été chirurgien pendant 15 ans, effectivement, à Gustave Roussy, à Villejuif. Bon, la difficulté qu'on a, que tout le monde doit avoir avec un médecin, c'est que tu vois un médecin et t'envoies un autre, il te dit le contraire. Voilà. Je le dis avec mes mots, ça parle de nos autorités de santé. Voilà. Il faut savoir que c'est ça qui est très difficile toujours, et on est parfois un peu démunis, les patients. Et cela va être de plus en plus grave, puisque depuis cette période de 2004 jusqu'à présent, dans toutes les universités et par les médias, les jeunes sont dire pas de traitement, ça provoque le cancer. Donc les femmes maintenant ne peuvent plus être traitées. Elles vont de médecin en médecin pour trouver le médecin qui va les traiter. Bon, je voudrais qu'on parle de l'Assemblée nationale, sauf si... Moi, j'avais une question. Oui. J'ai aussi des patientes qui me disent l'après-ménopause, ça a été l'enfer, le corps est inhabitable, etc., etc. Mais maintenant que c'est passé, j'ai retrouvé une paix et en fait, j'ai un rapport à ma sexualité, j'ai un rapport à mon corps qui est beaucoup plus apaisé. Il y a aussi ça, je l'entends aussi beaucoup. Alors, moi, je suis pas gynécologue, donc malheureusement, c'est très peu, puisque moi, j'ai plus de 35 ans de vie de gynécologue, cancérologue. Et moi, vous savez, j'ai vu la différence. Parce que moi, quand je voyais mes patientes, malheureusement, qu'on opérait, qui avaient un cancer du sein, par exemple, et à qui on ne pouvait rien donner, et que je suis ces patientes, que je vieillis avec ces patientes, quand je vois la différence entre celles qui ont 70 ans et celles qui ont 70 ans traitées, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Bon. L'Assemblée nationale, c'est toujours difficile, évidemment, les transitions, mais c'est le charme de notre métier. Mais on pourrait en parler à l'Assemblée nationale, je l'ai demandé, j'ai été reçu à l'Assemblée nationale. Oui, mais j'imagine qu'effectivement c'est un débat public. D'ailleurs, vous êtes assez dur sur les pouvoirs publics sur ce sujet. Mais on reparlera bien sûr tout à l'heure de votre livre. Mais ce qui s'est passé cette nuit, parce que ça a été, entre guillemets, chaud une nouvelle fois. Il y a 2 ou 3 échanges qui montrent la réalité. C'est une... Absolument. Pétaudière. En fait, ça partait de l'égalité salariale femmes-hommes, qui est un vrai sujet. Et ensuite, ça a complètement dérivé, puisque des députés insoumis ont mis en cause l'Assemblée nationale, disant que c'était une assemblée patriarcale. Yael Braun-Pivet a répondu en disant « Regardez-moi, je suis présidente de l'Assemblée nationale, c'est la première fois de l'histoire ». Il y a eu un échange aussi très chaud entre Sandrine Rousseau qui disait... on voit. Alors, on va le voir. On voit Sandrine Rousseau. Ça partait de l'égalité salariale et ça a complètement dérivé. Je dois dire qu'Aurore Berger est en train de se révéler. Elle a été... dans un rôle, sa réponse à Madame Rousseau est absolument formidable, d'efficacité et d'art oratoire. Et pendant ce temps, on ne parle pas des retraites, parce qu'en plus le temps est compté. Je vous rappelle que ça termine ce soir à minuit, même à 2h du matin, parce qu'il y aura la motion de censure du RN qui sera débattue jusqu'à 2h du matin. Donc, on ne la connaissait pas dans ce rôle-là, Madame Berger, mais elle est vraiment très très efficace. Écoutons cet échange. Puisque vous vous vantez de tant agir pour les femmes, je vous propose une action simple et symbolique qui aura de l'effet. Sortez Monsieur Abad de votre groupe parlementaire. Franchement, fallait oser. Franchement, fallait oser. Parce que, Madame Rousseau, quand on a essayé d'accuser injustement un de ses collègues de son propre groupe parlementaire, quand on a joué les procureurs, quand on a joué les magistrats, tout ça pour faire un règlement de compte politique, et quand pour essayer de contrer la réforme des retraites, on est prêt à compter sur la voix d'un député
Mais c'est vrai qu'ils osent tout. Hein. C'est peut-être à ça qu'on les reconnaît, les députés de la France insoumise. Bon, alors ça n'a rien à voir avec les retraites, évidemment, mais on est complètement à côté. Ça parlait des retraites et de l'égalité femmes-hommes, et ça a complètement dérivé, puisque des députés insoumis ont mis en cause, ou des députés écologistes comme Sandrine Rousseau, le groupe de la majorité. Alors, autre échange, Hugo Bernalicis, cette fois, mais la violence. Ça aussi, c'est osé. Avec laquelle il va parler à Madame Yaël Braun-Pivet est terrifiante. Je veux dire, la France insoumise, alors l'extrême gauche, chère à certains, si vous voulez, hier j'entendais Monsieur Vallot qui dit je veux surtout pas frayer avec l'extrême droite, mais il est quand même de la NUPS. Que je sache, les députés du Rassemblement national, depuis des semaines, se comportent de manière assez... Très discrète. C'est l'un des inconvénients du comportement de la France insoumise. C'est-à-dire que s'ils parlent, c'est pas bien, et s'ils parlent pas, c'est encore pas bien, les députés. En fait, il faudrait qu'ils n'existent pas, pour certains, les députés du Rassemblement national. Parlez d'un monde idéal. Mais écoutez cet échange. Mais là encore, si c'était un député du Rassemblement... S'il vous plaît, monsieur Bouli, pas de ça. Là, ça existait. Pas de digression. Pascal. Autrement. Mais là, pas une digression. Pascal, quand Olivier Dussopt a dit à Sandrine Rousseau, arrêtez de me haranguer, je le cite, elle lui a répondu, vous êtes un sexiste. Donc là, vous imaginez si ça avait été l'inverse ? Mais je vous assure, ça serait. Mais Laurent Geoffroy, il serait sur la table en disant la bête immonde, regardez-les, les gens de l'extrême droite, ils veulent piquer le pouvoir. Même si ça venait du gouvernement. C'est pas un peu caricatural ? Un peu. Même si ça venait du gouvernement. On a le droit. Bon, écoutez cet échange. Quelle paresse intellectuelle cette réponse. Vous pouvez rigoler, Madame la Présidente. Moi, ça me fait pas rire. Je vais vous dire pourquoi ça me fait pas rire, Madame la Présidente. Parce que il se trouve qu'il y a une drôle de coïncidence. À chaque fois que vous présidez la séance, il y a des incidents. À chaque fois. C'est quand même étrange. Moi, je pense que vous n'êtes pas présidente de l'Assemblée nationale, que vous êtes un agent provocateur. En vertu de l'article 70, alinéa 3, je trouve déplorable que le groupe LFI et la NUPS, qui nous fait des jérémiades constantes sur le féminisme, tolère que M. Bernalicis insulte notre présidente comme il l'a fait à l'instant. C'est une honte. Quand on défend les femmes, on ne s'attaque pas à la présidente. Les scènes tumultueuses, c'est vous qui les faites. Madame Rousseau, constamment. Vous êtes minable. C'est insupportable. Alors elle rigole, Yaël Braun-Pivet, parce que Hugo Bernalicis disait qu'en gros c'était la présidente et la présidence qui étaient responsables des débordements dans l'hémicycle. Donc c'est osé, venant de la France insoumise, après Thomas Porte et après le député qui a dit à Olivier Dussopt qu'il était un assassin. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est même pas la France insoumise, c'est comment c'est traité dans l'espace médiatique. La clémence dont bénéficie l'indulgence dont bénéficie la France insoumise. C'est sidérant. La clémence totale. Et encore une fois, il y a. Mais Madame Rousseau, elle est invitée partout. Personne ne lui dit. Partout. Mais c'est incroyable. Et on la reçoit. On invite toujours les gens caricaturaux et pas les gens. Mais vous avez vu comment est reçu sur le service public Marion Maréchal ou Jordan Bardella. Les autres. Vous avez vu comment ils sont reçus, comment on leur parle. Ce que je voulais dire, c'est que les autres composantes de la gauche, on les invite pas. Ouais, voilà. On ne sait pas. Qu'est-ce que font les socialistes ? Mais moi, je l'ai invité, monsieur Vallot. Mais vous, certainement. Mais monsieur Vallot, ils sont ensemble, monsieur Vallot. La provocation paye. C'est-à-dire que les France Insoumises font de la provocation. Ils passent à la télévision, ça fait que les autres disparaissent. Non, monsieur Faure, il est invité. Mais monsieur Faure, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Il y a eu le congrès. Il y a eu le congrès. C'est pas celui qui marque le plus les esprits. Vous vouliez dire un mot sur la France Insoumise, je crois, Marie-Estelle Dupont. Non, je disais que ça tuait le débat. Effectivement, on est dans le grotesque et ça fait diversion sur les vrais sujets de fond. Alors ça fait rigoler tout le monde parce qu'on se dit Sandrine Rousseau devrait s'acheter un Becherel, mais c'est pas très drôle. Ce qui est fou, pardon, parce que j'ai dit hier soir, ce qui est fou, c'est que à quel point il y a l'ordre dans la rue et il y a le désordre à l'Assemblée nationale. Oui. Ça, c'est ce que vraiment tous les Français. Et il y a vraiment deux éléments. C'est-à-dire qu'il y a le retour des syndicats, il y a une responsabilité, il y a une ligne berger, et puis il y a le PS qui, à l'Assemblée nationale, s'est perdu complètement pour toujours avec la NUP. Voilà. Bon, c'est aujourd'hui. Alors finalement, l'article 7, le fameux article 7, est-ce qu'il sera examiné en séance ? On n'a même pas débattu de l'article 3, Pascal. Il reste l'article 3
4, 5, 6 avant de faire le 7. Mais est-ce que ça va être prolongé samedi et dimanche? Alors, a priori, non. Les débats vont s'arrêter à minuit. Ça va être prolongé jusqu'à 2h du matin pour débattre de la motion de censure du RN. Et pendant ce temps, donc, le temps est compté. Et pendant ce temps, on passe effectivement du temps à s'affronter dans l'hémicycle sur des sujets qui ne sont pas essentiels et qui ne sont pas le sujet des retraites. En tout cas, c'est lamentable. Franchement, c'est lamentable. Et il reste donc 2000 amendements avant d'aller à l'article 7, quasiment tous de la France insoumise. Et il y a un clivage au sein de LFI. Certains, comme François Ruffin, veulent retirer les amendements pour débattre de cet article 7. On rappelle ce que c'est, l'article 7. C'est celui qui prévoit de décaler l'âge légal de 62 à 64 ans. Donc c'est le cœur de cette réforme. Et la ligne de Manuel Bompard et de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un tweet hier pour critiquer le PC, eh bien, eux ne veulent pas retirer leurs amendements. C'est absolument essentiel parce que, et ça je voudrais avoir l'avis de Gauthier là-dessus, parce que cet article 7, il est possible que les LR, que des personnes LR ne le votent pas, une majorité au sein du groupe LR. Si le vote avait lieu aujourd'hui, il n'y aurait pas Pradier, par exemple. Oui, c'est important, il n'y aurait pas les soutiens de Pradier. Oui, mais Pradier, il y a 62 votes LR. 61 même. 61. Bon, à combien vous estimez le nombre de députés qui voteront l'article 7 ? Alors, il y a ceux qui pourraient s'abstenir et ceux qui pourraient voter contre. Je pense qu'il y aurait une quarantaine de députés qui voteraient pour. D'accord. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une motion. C'est aussi Georges Fenech qui connaît assez bien les LR. Parce qu'il y a juste eu une motion votée. Ça fait une majorité, question. Oui, ça ferait une majorité. Ça ferait une majorité. Si, effectivement, il n'y a pas de frondeur au sein de Renaissance, Modem, etc. Et je dis pourquoi 40 ? Parce que Éric Ciotti a fait voter une motion en bureau en début de semaine au sein des LR et sa motion a été adoptée à la quasi-unanimité. Mais c'est les électeurs du LR. Ils s'en fichent de leurs électeurs, les LR ? Mais vous savez que c'est très clivé. Selon l'IFOP, c'est 54% contre cette réforme, donc 46 pour. C'est très clivé. Enfin, les électeurs. Il y en a un sur deux qui est pour cette réforme. Majoritairement, ils sont contre. 54%, oui. Mais alors, pendant 15 ans, ils ont dit le contraire de ce que pensaient leurs électeurs. Oui, vous n'avez jamais dit le contraire, vous, de ce que vous pensez ou de ce que vous dites. Ça m'arrive rarement. La stratégie des députés qui sont contre cette réforme des retraites, comme Aurélien Pradier, c'est de ramener les électeurs de Marine Le Pen au sein de LR. On va appeler Noémie Schulz dans une seconde. Le blocage, d'abord. Est-ce qu'il y aura blocage ou pas le 7 mars ? Nul le sait. Le 7 mars, oui. Le 7 mars, ça va être bloqué. La question, c'est est-ce que ça va continuer dans le temps ? Est-ce que ça sera bloqué le 8, le 9, le 10 ? Bon. Le docteur Bouli est avec nous ce matin. Ménopause, tout peut changer. C'est la solution que vous proposez. Je lis un passage de votre livre. Admettons que le gouvernement ne prenne pas la mesure du sujet ménopause. Les laboratoires le font-ils pour leur part ? Non plus. Mais la raison est là bien moins excusable. Une femme entrant en ménopause a d'immenses possibilités de souffrir d'infections liées à son nouvel état. Et cela arrange Big Pharma. Car son métier n'est pas de vous guérir, mais de vous faire consommer. Voilà pourquoi promouvoir le THM n'est pas dans les plans des laboratoires. Enfin, franchement, ce que vous dites est terrible. Si c'est vrai. Oui. Pascal, vous avez une solution pour éviter 34 pathologies qui vont survenir tout au long de la vie de la femme. Et je rappelle que la ménopause commence à 51 ans et elle va jusqu'au dernier souffle. Et au fur et à mesure qu'on augmente l'espérance de vie de la femme, on voit apparaître des pathologies. On ne parlait pas d'Alzheimer, on ne parlait pas de sarcopénie, on ne parlait pas autant de l'ostéoporose, on ne parlait pas autant de tout ça. C'est pas la ménopause, c'est la vieillesse. Non, une question. Contrairement à ce que vous croyez, les études ont bien montré que quand on traitait par les œstrogènes, c'est l'hormone de la femme. Et c'est aussi pour le cerveau. Ils sont protecteurs et ils vont être trophiques, c'est-à-dire qu'ils vont développer le neurone. Et aussi bien pour l'homme, pour l'andropause, puisque vous ne voyez pas beaucoup d'hommes qui sont, Alzheimer, c'est plus des femmes. Et quand on a une privation en oestrogène, quand on a une proportion, vous la connaissez, Alzheimer ? Alors, il faut savoir que l'espérance de vie de l'homme est de 79 ans, la femme 85 ans. Et je vous rappelle que 5% des femmes sont traitées pour leur ménopause. Et la déficience en oestrogène peut provoquer cette atrophie cérébrale. D'accord, mais la proportion, vous la connaissez ? 60-40, 70, bon. Beaucoup plus. 70, d'accord. Vous voulez poser une question à Laurent Geoffrin ? Vous dites que les gens qui ne veulent pas de ces traitements, qui veulent les écarter, disent que c'est dangereux, il y a des risques de cancer. Mais est-ce qu'il y a des études qui vont dans un sens ou dans l'autre ? Est-ce qu'elles ont été révisées, publiées dans des revues sérieuses ? Alors, je vous révisées invite... par des pairs, etc. Alors, nos pairs, malheureusement, depuis 2002, et j'en fais partie, n'osaient dire rien du tout. On restait entre nous et on disait, mais les Américains ont fait des mauvaises études. Voilà. Maintenant, les Américains... Mon livre était édité. Malheureusement, j'ai pas pu inclure ce que disait la NAMS, qui est la North American Menopause Society, qui disait surtout
Maintenant, il faut reprendre le traitement hormonal de la ménopause à l'européenne pour améliorer la qualité de vie de femme, pour prévenir l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires et tout le reste que je dis. C'est-à-dire, on peut réduire d'à peu près entre 30 et 45% la survenue de démence chez la femme. Bon, je vous presse un peu parce qu'on est avec Noémie Schulz. Si ce que vous dites est vrai, il n'y a aucune raison de mettre en doute votre parole. C'est un vrai scandale de santé publique. C'est pour ça que qu'il fait ce bouquin. Ça, vous avez bien compris pourquoi je l'ai. Et l'Académie de médecine ne dit rien, La Haute Autorité de Santé a pris des résolutions disant en 2014, au moins 5 ans. Est-ce que vous pensez que la vie d'une femme s'arrête au bout de 5 ans ? De 50 à 50. Non, je ne crois pas. Bon, donc, je vous presse un peu, pardonnez-moi, mais on sera aussi avec Jacques Vendroux. On a beaucoup de choses à voir encore, à écouter. Noémie Schulz est avec nous. On suit le procès Erlanger, cet incendie qui avait été mortel et criminel. Bonjour Noémie Schulz. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'accusé qui est à la barre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de sa déposition ? Alors, elle est à la barre depuis un peu moins d'une heure, donc on en est vraiment au début des explications. On commence tout juste à aborder les faits, mais c'est vrai que c'est la première fois, ou presque, que depuis le début de ce procès qui a commencé il y a 2 semaines, il y a 10 journées d'audience, Kessia Boularez va pouvoir être entendue vraiment sur les faits qui lui sont reprochés. Elle avait eu l'occasion le premier jour d'évoquer sa personnalité, son parcours de vie, jalonnier de séjours en hôpital psychiatrique et d'addiction à l'alcool, à la cocaïne, à la drogue. Depuis, elle a assisté à tous les débats, attentive, mais on la voit aussi assommée par les médicaments de son lourd traitement, notamment des antipsychotiques, parfois luttant contre le sommeil. On l'a vu pleurer aussi parfois face aux témoignages des rescapés, des proches de disparus. Et donc, c'est à son tour de raconter sa nuit du 4 au 5 février 2019, la dispute avec son voisin, le feu qu'elle allume avec des boulettes de papier, un morceau de tissu, une planche de bois, et puis sa fuite. Pendant longtemps, elle avait nié les faits avant de les reconnaître pendant l'instruction. Hier, un psychologue a expliqué que quand elle niait, c'était sans doute parce que le fait de reconnaître risquait un effondrement psychique. C'était trop violent pour elle de reconnaître les conséquences de ses actes. Elle a demandé pardon aux victimes. Elle a assuré qu'elle n'était pas dans son état normal. Mais les psychiatres hier ont bien rappelé que son discernement avait été altéré, mais pas aboli. Merci Noémie Schulz et merci de suivre ce procès avec nous. Lorsque nous commençons à suivre une affaire, nous allons toujours au bout de cette... Pardon ? Non, et je disais, et elle est sortie de Sainte-Anne 6 jours avant son passage à l'acte. Nous allons toujours au bout de cet événement et c'est ce que nous faisons chaque matin quasiment avec Noémie Schulz. Le docteur Mouly est avec nous. Ménopause, tout peut changer si vous nous rejoignez à l'instant. Et je rappelle qu'il est gynécologue obstétricien. Hier, les députés espagnols ont voté définitivement une loi créant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. C'est une première en Europe qui a pour objectif, selon le gouvernement de gauche, d'ailleurs, de briser un tabou. C'est très intéressant d'ailleurs ce qui se passe en Espagne, ce pays qu'on dit très conservateur parfois, très catholique, et qui, sur beaucoup de sujets, est en fait très progressiste. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'en pense que c'est encore une politique de traiter les conséquences et pas traiter les causes. Parce que si une femme souffre, si elle a des règles abondantes, douloureuses, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Et il y a 2 possibilités pour une femme. C'est soit d'avoir un début d'endométriose, et donc il faut le prendre à la racine, soit d'avoir ce qu'on appelle de plus en plus courant, un ovaire micropolycystique qui est dû à ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Donc, on va encore faire une chose, c'est-à-dire on va donner des moyens pour traiter une conséquence alors qu'on ne remonte pas à la racine et qu'on n'essaye pas d'éviter aux femmes d'avoir des douleurs. Donc on va créer quelque chose... Ça n'empêche pas l'autre. Non. Ça n'empêche pas l'autre. Mais vous pensez que ces douleurs peuvent être vaincues dans tous les cas ? Dans à peu près 90% des cas. 90% des cas, on a des moyens, soit par des naturopathies et une hygiène de vie, des règles d'hygiéno-diététique, soit éventuellement par des pilules. On sait que par exemple les pilules qu'on a en Europe, qui sont maintenant avec des pilules aux hormones naturelles, vont réduire ces phénomènes. 36%. Je suis contente de vous entendre parler du terrain, parce que sur l'endométriose, moi je vois que mes patientes, en général, leur gynécologue leur donne essentiellement des antidouleurs qui ont quand même des effets secondaires ou finissent par proposer une opération, alors que moi j'ai une double formation avec la micronutrition, et quand on propose de désacidifier, d'avoir une alimentation adaptée dans les 10 jours qui précèdent le cycle, etc., et de désinflammer en fait l'ensemble de l'organisme, les douleurs réduisent énormément et donc la consommation d'antidouleurs également. Vous avez tout à fait raison, il faut
informer pour les Mais les rédiger femmes des connaissent pas études. leur corps, donc à un moment donné, Oui, mais il faut de l'information. on informe les femmes aussi sur la Jacques couche d'ailleurs. Vendroux va être avec nous. Je ne sais pas s'il est déjà là. Alors, je le dis chaque vendredi. Je ne sais pas ce que fait Jacques Vendroux. Et Marine Lançon n'a pas le droit de me dire où il est. Vous vous rendez compte Marine sait. Il passe, d'ailleurs, il ne me calcule même plus, Jacques Vendroux, il passe directement par Marine. Et j'arrive le matin, vendredi matin, à 2h30 du matin pour travailler, bien sûr. Bon, Marine est là depuis minuit déjà. Et je lui dis, j'ai pas le droit de vous le dire. Bon, alors en revanche, on a un générique, on a notre chanson. Et où est Jacques Vendroux pour Vendredi Vendroux, mystère et boule de gomme? Jacques est au... Alors je crois reconnaître où vous êtes, cher Jacques Vendroux. Bonjour. Bonjour mon Pascal, bonjour à tous. Comment ça va? Je suis au Père-Lachaise. Non, faut mieux y être debout que couché. Non mais d'accord, attendez, ça on va y revenir après. Il y a 350 ans, notre ami Molière mourait. Et je suis là devant la tombe de Molière. Voilà, tout simplement. Et à côté de lui, vous savez qui il y a? Il y a Jean de La Fontaine, son vieux copain. Donc ils ont été enterrés ensemble. Et comme il y a 350 ans que Molière nous quittait, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, dans le vent du Père-Lachaise, de venir saluer les Molières et surtout les auditeurs de CNews, les téléspectateurs de CNews et d'Europe. Et j'en profite que j'ai une grande conversation avec le conservateur Benoît Gallo. D'ailleurs, je vous présente son livre. Regardez, il a fait un super livre qui est magnifique, qui raconte l'histoire du cimetière. Et je voulais simplement vous dire que pour vous, Pascal, tout est réglé. Vous serez entre Jean de La Fontaine et Molière. C'est de votre niveau, Pascal. C'est bien ça, non? Non, mais d'abord, vous savez que c'est une tombe, j'ai envie de dire, qui est symbolique, puisque Molière, hélas, n'est sans doute pas là. Oui. Enfin, sans en doute. tout cas, il est là. Moi, je peux vous dire que je suis là depuis ce matin à 8h30. Et je peux vous dire qu'il y a plein de personnes qui viennent, prennent des photos. Ça se passe très bien. Molière, pour moi, il est là. Alors, je me demande si les gens viennent pas plus pour vous que pour Molière. Il est possible qu'aujourd'hui, vous soyez plus connu que Molière, cher Jacques Vendroux. Il y en a qu'un qui m'a reconnu. Et il m'a reproché d'être le supporter des Verts de Saint-Étienne. Mais je voulais vous dire, Pascal, ça c'est pas beau. Ça c'est pas beau. Bon, Pascal, je vais vous dire un truc qui est très important. Oui. La tombe la plus vue. Oui. Jim Morrison. Oui, bah oui. Elle est là. On est tous allés. En numéro 2, vous savez qui c'est? Edith Piaf. Exactement. En numéro 3, un ami à vous. Un ami à vous, Frédéric Chopin. Oui, Frédéric Chopin, oui. Il y a Yves Montand et au Père-Lachaise. Il y a Gérard de Nerval qui est au Père-Lachaise. Oui, en 4, Oscar Wilde. Oui. Pas mal. Oui, pas mal. En 5 et 6, Molière et La Fontaine, normal. Oui. Et nous n'avons qu'un seul sportif. Il y a un seul sportif ici parmi les 70 000 tombes. Ouais. Un seul. Il est quoi? On va essayer de trouver boxeur? Non. Footballeur? Non. Non, donc, parce que j'aurais dit Georges Carpentier, mais bon, ou Marcel Cerdan. Non, pas du tout. Bon, il est tennisman? Athlète? 70 000 tombes, 43 hectares, créés en 1804. Oui. Et donc, cherchez. Il est de quel sport? C'est une légende. Cycliste? C'est une légende. Anctil? Non. Anctil, mais donnez-nous le sport. Le sport. Dans quel sport? Laurent Fignon. Ah bah oui, Laurent Fignon, voilà, effectivement. Voilà. Bon, c'était le cyclisme. Bon, bah écoutez, Jacques, c'est très bien. Moi, je trouve... Attendez, Pascal. Oui. Je veux terminer avec une citation de Molière. Oui. Bon, Molière, c'est l'avare, Tartuffe, les femmes savantes, les fourberies de Scapin, etc. Une citation de Molière qui est très importante. On ne meurt qu'une fois et c'est pour longtemps. Oui. Salut Pascal. C'est pas mal. Quelle est votre pièce préférée de Molière? Ah, moi j'aime bien les fourberies de Scapin.
Ça me fait bien marrer. Que diable allait-il faire dans cette galère? Je suis pas étonné. Bon, restez avec nous parce qu'Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jour. Cette séquence va devenir culte. Ouais, vraiment. Mais j'ai pas dit au revoir. Mais vous êtes méchants. C'est à la fin qu'on donne le docteur Millot. C'est la fin. Mais regarde tout ça mais vous à l'école ça devait pas être beau. Hein. Franchement à l'école ça devait être très laid vous. Hein. Vous êtes bien au premier rang. Madame. J'étais toujours. Il y a pro au fond. Il balance des boulettes, madame. Quelle horreur. Ça vous deviez pas être joli quand vous étiez enfant. Monsieur Audrey. Audrey Berthaud. C'est à vous le rappel des titres. La motion de censure du Rassemblement national sera débattue ce soir entre minuit et 2h du matin devant l'Assemblée nationale. Ce sera à l'issue des débats sur le projet de réforme des retraites. La Première ministre Elisabeth Borne sera présente. Cette motion avait été déposée mercredi par Marine Le Pen. La hausse des prix à la consommation en France s'est établie en janvier à 6% sur un an. Elle a été alimentée par la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation. En janvier, les prix de l'énergie ont bondi de 16,3%. Ceux de l'alimentation se sont envolés de 13,3%. Enfin du football avec Nantes en Ligue Europa. Les Nantais ont tenu tête à la Juventus hier soir à Turin pour les 16e de finale, 1-1. Le score a été ouvert par la Juventus avec Dusan Vlahovic et à la 60e minute, Ludovic Blas égalise sur un contre. Magnifique. Regardez le contre. Voilà. Regardez Blas. C'est qu'il est fait. Et comme il était goal. Quel but de Blas. La Beaujoire va être en feu. Jeudi prochain. Labro, Philippe Labro, dimanche soir, 23h, l'essentiel chez Labro. Il rappellera la 48e, il nous rappellera qu'on est à quelques jours de la 48e cérémonie des Césars. Et il a invité pour l'occasion Éric Neuhoff, qui a dévoilé son favori pour le César du meilleur film. Éric Neuhoff, qui a été très grand critique et écrivain du Figaro. Écoutons-le. Dans cette 48e édition, il y a un film, un des grands favoris, c'est L'Innocent. Et dans votre liste à vous, parce que je vais vous demander votre liste des Césars, vos choix, c'est pour vous le meilleur film. Oui, j'ai eu du mal à me décider, mais L'Innocent, c'est peut-être la révélation d'un vrai talent de cinéaste en la personne de Louis Garrel, qui avait fait des films avant. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui rappelle les meilleurs Lelouch des années 70. C'est à la fois un film policier, un film de famille et une comédie très très drôle avec des scènes qui sont vraiment tordantes et très très bien écrites. Ça, c'est une comédie, mais c'est aussi un polar. Oui, et puis c'est une histoire de famille, c'est très très bien écrit, et avec un tas d'acteurs qui sont épatants. Et le film avait été présenté à Cannes, mais devant tous les grands metteurs en scène de la planète qui étaient là pour un hommage ou pour un anniversaire quelconque. Et ça a été un triomphe, parce qu'en plus, à Cannes, on a rarement l'occasion de voir des comédies, mais les gens avaient envie de s'amuser. Et là, ils ont été vraiment comblés. Dimanche chez Philippe Labro, et L'Innocent est un film formidable. Jacques Vendroux, en direct du Père-Lachaise. J'espère que vous allez retrouver la sortie, surtout, cher Jacques. Un mot sur la Fédération française de football. Est-ce que Noël Le Graët doit démissionner, selon vous? Mais bien sûr, c'est le 28. Voilà, c'est le 28. Le 28 février. Oui, normalement. Et je voudrais simplement dire un petit mot sur le Football Club de Nantes et mon ami Antoine Comboiré, qui m'a reçu il y a 2 jours. Je suis très, très content pour lui et pour ses joueurs et pour le président Kita. Voilà. Exactement, le président Kita qui donne les moyens à Antoine Comboiré d'avoir une belle équipe, et ça, il faut le rappeler. Exactement, parce qu'il fait partie des rares dirigeants qui donnent des thunes, comme on dit. Oui, et en plus, c'est la sienne. Et en plus, c'est une à lui perso. Voilà. Bon, faut mieux que vous soyez de ce côté de la grille que de l'autre, cher Jacques. Et on vous retrouvera la semaine prochaine. Oui, à vendredi prochain. Et moi, je vous aime beaucoup. Eh bien, moi aussi, je vous aime tous. Et malgré ce qu'on dit, vive CNews. Voilà. Bon, écoutez, c'est gentil. Mais vous savez, quelques personnes le disent. La majorité nous regarde et nous aime. Merci vraiment, docteur Mouly, vraiment. Et ça, Ménopause, tout peut changer. C'est vraiment un bouquin à lire. C'est absolument formidable. On a beaucoup de témoignages de femmes. Vous étiez passé chez Jean-Marc Morandini et l'émission d'ailleurs avait été très regardée parce que ce livre intéresse au plus près les femmes. Merci
à Marine Lançon qui aura passé toute cette semaine en notre compagnie, comme chaque semaine, j'ai envie de dire. Audrey Missiraka était à la réalisation, Rodrigue Le Prado était au son, Ludovic Liébar était à la vision. Merci à Justine Cerquera également, et puis à tout le service programmation, Nicolas Nissim, Marine Carbalet, Jacques Sanchez, Barbara Delède, tous ceux qui sont là et nous aident à fabriquer, à construire cette émission. Bon week-end à tous. Merci. Jean-Marc Morandini, dans une seconde. À lundi.